Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial Mercato. Henry licencié, Jardim propulsé, De Jong, Paredes, Gay et le PSG. On parle de tout ça dans l'œil du Wedou. Et on commence par ce coup de tonnerre en principauté, dans un revirement qui frôle l'absurde, à moins qu'il n'illustre la froide logique du football moderne. Thierry Henry a été débarqué par les dirigeants de l'AS Monaco 3 mois seulement après son arrivée, une nouvelle qui profite à son ex-prédécesseur et donc néo-successeur Leonardo Jardim, le portugais, rentre à la maison. Alors là, honnêtement, je sais même plus par où commencer, tant c'est une nouvelle surprenante. Parce que quand on se souvient de l'intronisation en grande pompe d'Henry, de ce challenge qui semblait à sa mesure, relevé évidemment, mais pas non plus insurmontable, c'est indéniablement un vrai choc. Après, et c'est un peu la magie de cet univers, c'est qu'il faut pas beaucoup de temps pour qu'un choc devienne presque une évidence. Je me souviens cet été par exemple de la démission de Zidane, une nouvelle qui sur le coup avait pris tout le monde de court. Aujourd'hui on se représente plus vraiment ce moment comme étonnant, mais plutôt comme logique et sensé. Je pense en fait juste que au gré des jours et des semaines, le temps fait son œuvre, et ce bout de tissu étrange, Henry licencié, Zidane qui démissionne, et on l'intègre finalement tout naturellement à la grande tapisserie, à cette histoire du foot qu'on tisse un peu tous ensemble. Et alors, la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est que même si la décision des dirigeants de Monaco est aujourd'hui surprenante, et qu'en plus elle vient sanctionner une gestion assez calamiteuse quand même sur les derniers mois, on peut pas dire non plus qu'elle est totalement dénuée de sens. La réalité, c'est que le bilan comptable d'Henry est franchement mauvais. 4 victoires, 5 nuls et 11 défaites en 20 rencontres, que son message ne passait pas du tout auprès d'un vestiaire visiblement défiant, et qu'à part ce bon match contre Marseille il y a 2 semaines, on a vu très peu de signes encourageants qui laisseraient présager de jours meilleurs, à commencer par cette élimination en Coupe de la Ligue contre Metz. Et puis enfin, il y a eu ce qui est, à mon avis, vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette décision qu'Henry a pris de bannir des mecs de l'équipe première. Alors je crois que c'était jeudi après-midi, en conférence de presse, il a dit qu'il avait envoyé certains joueurs, trop nombreux pour tous les citer, qu'il les avait envoyés en équipe réserve pour que ça leur serve de leçon, ce qui déjà montre que t'es arrivé quand même à une sorte d'impasse relationnelle, c'est un peu l'arme nucléaire, et puis surtout, c'est juste totalement incompatible avec la stratégie long terme de Monaco, qui est, on le sait, dans une optique de valorisation d'actifs, acheter, faire briller, revendre. Dans cette perspective-là, on voyait tous les investissements du club végéter et quelque part se déprécier en CFA. Je pense que c'est pas passé du tout avec les dirigeants. Alors maintenant la question c'est, est-ce que la carrière d'entraîneur d'Henry est déjà finie ? Peut-être pas. Tout le monde se souviendra quand même qu'il est arrivé dans une situation très compliquée, voilà, des résultats exécrables, un groupe loin d'être programmé pour le maintien, donc avec un moral à zéro, cette avalanche incroyable de blessés, avec jusqu'à 16 ou 17 joueurs à l'infirmerie à un moment, et puis même au niveau de l'état-major de Monaco, c'était quand même loin d'être la stabilité, Riboloflev inculpé dans une sale affaire, voilà, c'est tout un tas de circonstances atténuantes qui me font dire qu'il aura quand même une chance ailleurs. Il y a d'ailleurs une stat qui dit qu'en Angleterre, dans les 4 divisions principales, je crois que c'est à peu près 60% des entraîneurs qui sont virés de leur premier poste en retrouveront jamais un. Leur carrière d'entraîneur direct est mort-née. Avec Henry, on est quand même sur un mec dont le standing est autre, et s'il est pas trop dégoûté par cette aventure, s'il lui a envie, ce qui d'ailleurs est vraiment une autre question, je pense qu'il retrouvera quelque chose sans trop de difficultés. Mais cela dit, et si là je dois vous donner mon avis très personnel, je suis pas du tout convaincu qu'il soit fait pour ce job. Beaucoup en ont parlé, et c'est loin d'être un scoop, mais sa communication, que ce soit avec la presse ou avec ses joueurs, me laisse vraiment très dubitatif, parce que j'ai l'impression qu'il essaye d'incarner un personnage, et ce personnage, il est très dur, il est cassant, voilà, c'est un peu ce coach à l'ancienne, mais le truc c'est que aujourd'hui, c'est un message qui passe plus du tout auprès de la nouvelle génération de joueurs. On voit que ce qui marche aujourd'hui dans le foot, c'est une approche beaucoup plus soft, beaucoup plus participative ou positive. Et de deux, il a de toute manière pas la crédibilité nécessaire en tant qu'entraîneur pour endosser ce rôle. Plus largement encore, et alors que j'adorais le joueur, évidemment, fantastique joueur, j'ai jamais vraiment accroché avec sa personnalité. Là voilà, c'est très subjectif et j'interprète sûrement trop sans le connaître, mais que ce soit dans ses mimiques, dans son discours, je le trouve en fait extrêmement manipulateur et juste pas authentique. Un peu fake, un peu toujours dans la mise en scène. J'étais curieux de savoir comment ça se traduirait sur un banc de touche. En plus, la première prise de poste, il se savait particulièrement observé. J'ai retrouvé la même attitude et quelque part j'y lis en fait un manque de maturité qui est juste incompatible avec le recul nécessaire pour devenir un grand coach. Mais donc voilà, c'est globalement tout ce que j'avais à dire sur Henry.
Pour passer à Jardim maintenant, alors là c'est une sacrée aubaine. 8 millions d'euros d'indemnité de licenciement, 3 mois de vacances, ce qui est toujours sympa. Et puis maintenant, son statut évolue. Il redevient un peu l'homme providentiel de Monaco en récupérant un groupe considérablement plus étoffé que quand il était parti. Beaucoup posent la question de Fabregas, qui serait venu pour Henry. Alors là, je pense que Jardim, qui était un très grand fan de Moutinho, lui fera une belle place sans aucun souci. Naldo est arrivé. On parle pas mal aussi de Gelson Martins, qui devrait rejoindre le club dans les heures qui suivent. Il y a de quoi faire. Finalement, les plus déçus dans cette histoire, c'est peut-être les supporters de Lyon. Bon, Olas avait déjà un petit peu été dans la piste Jardim il y a quelques jours en réagissant à l'article de l'équipe, mais là, avec un contrat de 2 ans et demi jusqu'en 2021, jusqu'à l'été 2021, c'est pas a priori une solution de dépannage, même si, à nouveau, comme on le sait, tout va très vite dans le foot, et on aura peut-être rapidement une nouvelle surprise. De l'autre côté des Pyrénées maintenant, le Barça a réalisé ce qui est sans doute le plus gros coup du mercato hivernal en s'offrant les services du prodige de l'Ajax, Frenkie de Jong. Pisté par Manchester City et le PSG, le milieu de terrain de 21 ans s'était entretenu longuement avec Guardiola, puis Tuchel, mais a finalement opté pour les Blaugrana, qu'il rejoindra cet été, un transfert évalué à 75 millions d'euros, plus 11 en bonus. Bon, comme vous savez, j'ai une vraie place dans mon cœur pour De Jong, auquel j'avais consacré une analyse il y a quelques mois, et du coup forcément un peu déçu de ne pas le voir en Ligue 1, mais je trouve quand même sa décision parfaitement logique. J'ai vu quelques supporters déçus argumenter qu'il avait fait en quelque sorte le choix du portefeuille. Je crois que le Barça lui propose un salaire vraiment exceptionnel, entre 10 et 16 millions d'euros annuels en fonction des bonus, par rapport à 8 à Paris, et forcément ça doit entrer en ligne de compte, mais comment ne pas penser aussi que c'est là qu'un détail de l'équation. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand le Barça se mêle à la conversation, il y a juste très peu de clubs qui sont capables de tenir tête, et le PSG en fait pas encore partie. Ça veut pas dire que ce sera jamais le cas, il n'y a pas de raison, mais ça passe d'abord, évidemment, par de meilleures performances en Europe, et puis aussi par une Ligue 1 plus relevée, plus équilibrée, plus prestigieuse. Aujourd'hui, notre championnat est tout simplement pas séduisant du tout pour un compétiteur, et en gros, le Barça offre des garanties sportives que Paris ne peut pas encore proposer. Et puis quelques autres facteurs aussi à ne pas sous-estimer. Déjà la possibilité de jouer avec Messi, de s'entraîner au quotidien avec un mec qui, à l'heure des comptes, sera peut-être célébré comme le plus grand footballeur de l'histoire. C'est un argument tellement puissant qui vaut aussi pour Ronaldo à l'époque au Real ou maintenant à la Juve. Et je crois d'ailleurs que De Jong en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il faut se rappeler que le Barça jouit d'un capital sympathie énorme aux Pays-Bas. Il y a Cruyff évidemment, mais aussi Kluivert, Neeskens, Koeman, Overmars, Reisiger, etc. C'est juste un club qui a un peu toujours fait rêver les Hollandais. Je crois même que Cruyff, qui était en quelque sorte un vrai Catalan d'adoption, faisait pas mal de liens entre les deux régions, le petit territoire et la volonté d'indépendance marquée, que ce soit donc de la Catalogne ou des Pays-Bas. Voilà, je pense qu'il y a des liens, il y a des connexions, surtout footballistiques quand même, qui sont pas sous-estimées. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain, parce que avec Arthur, Alenia, Ricky qui arrive derrière, et puis l'expérience de Busquets, Vidal, Rakitic, il y a vraiment un milieu ultra complet. Je crois que c'est peut-être Rabiot qui s'en mord les doigts d'ailleurs à l'heure actuelle. En plus, Bartomeu a promis à De Jong de recruter son pote de l'Ajax, De Ligt. Alors là, je sais vraiment pas comment le Barça se débrouille avec le fair play financier, mais il y a matière à pratiquer un sacré football. À voir enfin comment se passent les 6 derniers mois de Jong à l'Ajax, puisqu'il rejoindra le Barça cet été, et là, il a vraiment l'occasion de faire un coup double en se mettant d'emblée les supporters du Barça dans la poche, et en partant aussi avec le sentiment du devoir accompli, et là je pense bien sûr au 8e de finale de Ligue des Champions qui se profile contre le Real Madrid dans quelques semaines, ça c'est à surveiller. Enfin, si Paris n'a pas pu résister aux assauts du Barça sur ce dossier, il s'offre tout de même un vrai bon coup, avec le recrutement de Leandro Paredes. À 24 ans, le milieu de terrain argentin du Zénith Saint-Pétersbourg sait tout faire, ou presque, et pour 47 millions d'euros, le PSG étoffe considérablement son entrejeu, en attendant peut-être encore mieux. Bon, personnellement, et pour être très franc, j'ai jamais vu jouer Paredes en direct, mais si vous voulez en apprendre un peu plus sur son profil, je vous recommande très vivement la vidéo de Piotr à son sujet. Voilà, de manière générale, sa chaîne est excellente, il fait des analyses tactiques de très haute qualité, et de ce que j'ai compris, Paredes c'est vraiment un de ses coups de cœur depuis très longtemps maintenant, ça présage de super bonnes choses pour les supporters du PSG. En quelques mots, il n'a pas le bagage physique le plus impressionnant, il n'est pas très rapide par exemple, mais c'est un vrai meneur de jeu reculé, très intelligent, supervision du jeu, excellente qualité de distribution et de déplacement dans les petits périmètres de l'entrejeu, un chef d'orchestre peut-être un peu à la Jorginho, il est aussi un très bon tireur de coups francs et contrairement à Jorginho, là il peut jouer dans un tandem un peu plus haut sur le terrain parfois aussi, en Argentine il joue en tant que 10 avant de reculer à son arrivée en Europe. Je pense que voilà, globalement c'est une excellente pioche pour Paris,
Maintenant, il leur faudrait peut-être juste un profil un peu plus destructeur, comme Gay, sur lequel ils sont toujours, a fortiori en plus avec la blessure de Verratti. En tout cas, là encore, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de L'œil de Wilou, et j'espère bien sûr qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et vous commencez un peu à connaître la chanson maintenant, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis de notre côté, on se retrouve bien sûr lundi soir pour revenir sur l'actu foot du week-end. D'ici là donc, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une super après-midi, et on se dit à bientôt. Bisous.